août 2016, à quelques semaines de son décollage, lancé sur les routes du Texas, le Français Thomas Pesquet est désormais prêt pour s'envoler dans l'espace. Son aventure a débuté le 20 mai 2009 exactement, lorsqu'il a intégré le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Sept ans de formation entre Cologne, Moscou et Houston pour devenir le 10e Français, le 550e humain à franchir les limites de l'atmosphère. Il y a 2 ans et demi, l'équipage dont fait partie Thomas Pesquet a été sélectionné pour voler sur la Station spatiale internationale, l'ISS. Depuis, le quotidien de l'équipage est totalement tendu vers cet objectif. Well, I'm very excited to be back in the training flow. It's been a while, and I'm really looking forward to the flight again, especially because I have such a great crew to be with. I think we'll have a great time, in addition to getting a lot of work done. Les 3 astronautes s'immergent dans cette préparation pour le décollage de novembre 2016. Leur vie est intense, une vie à apprendre. Apprendre à piloter un vaisseau spatial. Survivre en toutes circonstances. Apprendre sur soi, sur les autres, s'endurcir, maîtriser des centaines d'expériences scientifiques. Apprendre à sortir dans l'espace. Ils vont vivre 6 mois dans la Station spatiale internationale, lancée à 28 000 km/h autour de la Terre, à 400 km d'altitude. Pendant 1 an, nos pas se sont inscrits dans ceux de Thomas et de son équipage. Thomas Pesquet, français, 38 ans, est le novice. À ses côtés, Peggy Whitson, américaine, 56 ans, 3e mission spatiale, ancienne chef des astronautes de la NASA. Et Oleg Novitsky, russe, 45 ans. Il a déjà passé 143 jours dans la station. Peggy Whitson, Oleg Novitsky, Thomas Pesquet. Expédition numéro 50-51 vers l'ISS. Pour aller sur l'ISS, pour emmener les humains dans l'espace, il n'y a aujourd'hui qu'une seule fusée et un seul vaisseau disponible. Une fusée et un vaisseau issus de la grande histoire spatiale russe, Soyouz. Pour maîtriser le vaisseau Soyouz, les 3 astronautes passent donc un temps considérable au centre d'entraînement Youri Gagarin de la Cité des Étoiles. Oleg Novitsky en est le pilote et le commandant. Thomas Pesquet, ingénieur de bord, est son second, capable de le suppléer en toutes circonstances. Peggy Whitson contrôle les données. Surtout, elle dirige l'expédition numéro 50-51. Казбек 2 по дуплексному приемнику. Слышу вас хорошо. Скафандры проверили, да. Скафандры герметичны. Décembre 2015. À environ 1 an du départ, l'instructeur scrute l'équipage. C'est l'un des premiers entraînements communs dans le simulateur. Dans cet espace confiné, Oleg, Peggy et Thomas sont plongés dans des cas de figure extrêmes,
scénario catastrophe qu'ils doivent identifier et dont ils doivent se sortir par eux-mêmes. Принял. Так, камеры у нас включены. Ага. Так, на ДСД 700. 700 есть. Dans cette simulation, le vaisseau se dépressurise peu après le décollage, mettant la vie de l'équipage en danger et nécessitant un retour sur Terre d'urgence. Миллиметров. 16-3, как приняли. Податчик у вас загорелся? Да. Ну это очень странно, у вас же ПКРД был выключен? Да. Вот сейчас я его погасил, да. Нет, самый ПКРД на брусе. Да. Выключен. Да. Слушайте, я, честно говоря, не знаю, это повод разобраться. И у нас, смотри, вот получается парашют повелся, а давление в УСА не растет. Давление в ИСА растет. Одну минуту. А что там инфо? Висит у нас инфо, а нет. Пеги, так где нет вентиляции, да? Что там с высотой? Инф. Так, давление в УСА 700. Dans un coin de la pièce, au pied du simulateur, deux instructeurs plus âgés. Ils ont observé des générations d'astronautes lutter dans le Soyouz. Они что, раньше? Высоту посмотри. 234. Высота 234 километра. Но торможения еще нет. Да, двигатель на Ils торможении dissèquent le comportement de l'équipage, ses réponses aux problèmes, sa gestion du stress. А он не может сейчас тормозиться, у него Разве? нормально ориентацию сделать. Как там? En rentrant dans l'atmosphère, l'équipage réussit à contrôler le vaisseau et maintenir le niveau d'oxygène à bord, in extremis. Дело в том, что экипаж это сформировался, ну то есть в таком составе. Ça ne fait pas très longtemps que les membres de cet équipage s'entraînent ensemble. Недавно начали работать, конечно. Il leur reste donc bien sûr un certain nombre d'aspects à améliorer, В принципе, надо. Но это notamment en matière d'interaction entre les membres de l'équipage et de compréhension mutuelle. Ну, есть некоторые вопросы, над Il y a des procédures sur lesquelles il faut travailler. Par exemple, s'il y a des problèmes de pilotage, ils doivent être capables de les résoudre les yeux fermés. или иной ситуации по управлению кораблем. Конечно, я думаю, что на сегодня. Pour moi, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne pourraient pas s'envoler demain, ce serait trop tôt. Il manque encore de préparation. Enfin, c'est mon opinion. Это мое мнение. Le Soyouz, ça demande énormément d'entraînement parce que c'est là où il y a le plus de risques. C'est dangereux parce que on va très très vite, on monte très très haut et on a énormément d'énergie chimique sous forme de carburant. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, l'échauffement est extrême. Donc le choix de la trajectoire est crucial pour protéger le vaisseau et l'équipage. Soyouz, un seul nom pour une fusée et un vaisseau. Le vaisseau Soyouz est au sommet de la fusée Soyouz. La fusée est le lanceur spatial le plus fiable de l'histoire. Lancé plus de 1700 fois depuis 1967, avec un taux de réussite supérieur à 98%, sans avoir jamais fait aucune victime. La fusée propulse le vaisseau, puis le libère. Le vol est automatique, mais les astronautes doivent maîtriser toutes les phases en manuel. Le vol le plus court pour atteindre l'ISS dure 6 heures. Soyuz attitude thrusters firing as it enters into the final stages of this fly around, getting ready for that station keeping. We are receiving the image, but it is with distortion. We're standing by for this contact. There is contact. Mechanical And contact. contact and capture confirmed. 2:39 a.m. Central, 3:39 a.m. Eastern Time, while the station and the Soyuz are flying. En un demi-siècle, le vaisseau Soyouz n'a guère évolué. D'une fiabilité incontestable, il est, depuis l'abandon de la navette américaine en 2011, l'unique moyen pour envoyer des hommes sur l'orbite basse terrestre. Dans l'appartement qu'il occupe au sein de la Cité des Étoiles, Thomas ingurgite des configurations techniques.
il faut qu'il maîtrise parfaitement le pilotage du Soyouz. Mais ce n'est là qu'une partie des compétences que l'on exige de lui. Il faut qu'il ait un très bon niveau physique, qu'il connaisse chaque détail de la station spatiale, les procédures à mener pour chaque événement qui peut survenir dans l'espace. Il faut qu'il apprenne les protocoles des 200 expériences scientifiques qu'il va diriger à bord de la Station spatiale internationale. C'est pas difficile d'être bon dans une seule chose. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à avoir le niveau qui va bien sur tout le spectre en fait, de compétences et d'activités qu'on nous demande. Moi, c'est ça que je trouve difficile, parce que parfois, il y a certaines semaines où voilà, on va faire beaucoup de sport, mais celle d'après, on a moins le temps, on a autre chose en tête, et puis c'est pas bon. En fait, il faut arriver à maintenir dans le temps une haute performance un peu dans tous les domaines, c'est ça qui est difficile. Mais qui sont ces hommes et ces femmes devenus astronautes à qui l'on demande tant ? Comment sont-ils choisis ? Devant la porte de son appartement, le couloir résume l'histoire spatiale européenne à laquelle il appartient désormais. Ici, les astronautes européens ont habité depuis quasiment les débuts du programme. On a les photos de Jean-Loup Chrétien en 82, son premier vol, Michel Tonini. Ensuite, ça continue, on a tous les patchs de toutes les missions. Il y en a certains qui sont bien créatifs. Ça, c'est quand il y a eu le feu dans la station Mir, avec Reinhold Ewald, qui travaille encore chez nous à Cologne. Jean-Pierre Aigneret, son deuxième vol, Claudie. Et là, on est déjà un peu dans les années 2000. C'est tous les vols européens, là. Hein. Donc, il y a aussi les Italiens, André Kuipers, Thomas Reiter, allemand. Léopold Eyers, le dernier Français qui a volé en 2008, déjà avec Peggy. Ça, c'est marrant. Moi, je revolerai avec Peggy aussi, donc elle a l'habitude des Français. Et là, à partir de là, on arrive dans les vols de notre classe. Donc, les gens qui ont été recrutés en même temps que moi. Lucas, Parmitano, 2013, mission Volare, qui est un nom sympa, même si on s'est un peu moqué de lui, parce que c'est aussi une chanson rigolote. Alex, Samantha, Andy, dont j'étais la doublure en septembre de l'année dernière. Tim, qui est en ce moment même dans l'espace, qui m'a écrit un email hier, et là, il manque bientôt Proxima. On a déjà fait la photo avec l'équipage, on a déjà le patch, il ne reste plus qu'à l'imprimer. Et puis voilà, puis il y a encore beaucoup de place à la fin du couloir pour faire encore plein de missions vers l'ISS et puis au-delà. Novembre 2015, Thomas Pesquet dévoilait le logo et le nom de sa mission. Mission Proxima, référence à Proxima Centauri, la plus proche étoile du système solaire. Référence aussi aux précédentes missions françaises qui ont toujours décliné un nom d'étoile ou de constellation. Il y a des endroits qu'on ne peut pas nettoyer, qui sont inaccessibles, et puis il y a des endroits... La mission Proxima est l'héritière, 34 ans plus tard, de la mission de Jean-Loup Chrétien, premier Européen dans l'espace en 1982, premier Européen à sortir dans le vide spatial en 1988. Pilote d'essai, il symbolise alors le profil type recherché par les agences pour former des astronautes. Le profil s'est depuis largement ouvert, mais les sélections sont rares. En 2008, lorsque Thomas Pesquet postule, ce n'est que le 3e recrutement de l'Agence spatiale européenne, créée en 1975. 6 hommes et femmes sont choisis. À Cologne, au Centre des astronautes européens, Guillaume Wirtz a piloté cette sélection. Qualifications académiques et parcours professionnel exemplaires, dossier médical et psychologique d'excellence, les critères écrèment 8413 candidats. Il n'y a rien dans une sélection d'astronautes qui soit extrêmement spécifique à l'espace. Il n'y a pas de surhomme. Un astronaute, c'est quelqu'un qui doit être donc capable de s'adapter à toutes sortes de situations, qui soit compétent, qui soit capable d'apprendre très très vite et aussi oui, de s'adapter à une situation nouvelle, à inventer, à trouver des solutions dans un lieu réduit, c'est-à-dire la taille d'une station spatiale. Donc en fait, il faut quand même des gens qui aient un sens social relativement élevé et qui soient capables de pouvoir vivre en groupe et de s'adapter au sein d'un groupe.
Cette sélection était sans précédent. Pour la première fois, l'Agence spatiale européenne recherchait des astronautes qui, au cours de leur carrière, pourraient effectuer des missions planétaires sur la Lune, sur un astéroïde, sur Mars. Voici le cahier, vous n'écrivez pas sur le cahier. Ici, vous avez un exemple. Amaury Solignac, psychologue spécialisé dans les milieux extrêmes, a participé à cette sélection. Définir le bon profil pour des missions inédites de très longue durée était un pari sur l'inconnu. Une qualité, moins recherchée auparavant, semblait essentielle, l'intelligence émotionnelle. Dans le cas des missions de longue durée, en fait, quel que soit le contexte, ce qu'on va rechercher, c'est une intelligence émotionnelle aussi. Ça veut dire qu'on est capable de se rendre compte de ce qu'on ressent, des comportements qu'on est en train de mettre en œuvre, des limites de ces comportements et des stratégies qui permettent de résoudre les conflits et le stress. Les candidats qui sont retenus sont exceptionnels parce qu'ils combinent toutes ces aptitudes physiologiques, psychologiques, opérationnelles. Ils ont les compétences, ils ont le CV qui va avec. Donc avoir des gens qui combinent tous ces aspects-là, oui, c'est exceptionnel. Pour former ces individus déjà si compétents, l'Agence spatiale européenne a notamment imaginé une mission exploratoire. Chacun n'y prend part qu'une seule fois. En 2011, Thomas Pesquet a inauguré ce programme unique appelé Caves, grotte en anglais. Durant une semaine, sans jamais sortir, des astronautes venus des différentes agences spatiales sont accompagnés de spéléologues et plongés dans un milieu étranger, un environnement et des situations similaires à ceux qu'ils expérimenteront dans l'espace. Welcome to Sardinia. It's nice beaches. Water temperature is 26 degrees. Sun is shining. The food is awesome. But we're in caves. And there you go, slowly, slowly. Use the feet and the knees because you have more power in the legs. That's a narrow one. Thank you for the help. Great. L'idée de faire évoluer les astronautes dans les profondeurs de la Terre vient de cette femme, Loredana Bessonnet, chef de l'unité d'entraînement de l'ESA. Eventually, I'll come out of here. Yeah. Almost. See this? Remember it on the way back. C'est une expédition à part entière. Pour les astronautes, c'est comme aller sur une autre planète et travailler coupé du reste du monde. Ils vont devoir traverser des espaces confinés, passer par différents types de lieux. Tout ça est très inconfortable et c'est précisément ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans le travail d'équipe. Surtout lorsqu'il s'agit d'une équipe internationale, avec ses différences culturelles et ses différentes façons de faire les choses. Donc c'est une expédition scientifique au cours de laquelle ils sont chargés de rassembler des données sur la grotte et d'explorer comme le font les astronautes. Durant cette semaine sous terre, le groupe est autonome, prend ses propres décisions. Le leadership alterne des uns aux autres, chaque astronaute ayant une origine, une culture, une capacité physique et une expérience différentes. Dans ce contexte inhabituel et dangereux, ils apprennent à développer leur capacité de coopération.
From a time point of view, it's already 2. We have to be back at camp at 6. So by the time we get there, it's going to be 3:30. And we have to carry all this gear And we have to carry all the stuff back up to the camp. So when we start the exploration today on branch 2, if we want, it's going to be 4. So there's really not much we can do. Ce qui est vital pour eux, c'est de devenir une vraie équipe, avec une culture d'équipe. Une équipe où les gens peuvent compter les uns sur les autres et se faire confiance. Parce que dans l'espace, lorsqu'il y a un problème, chacun a besoin de savoir qu'il peut s'en remettre totalement aux autres membres du groupe. Et c'est exactement la même chose dans la grotte. Tous les astronautes ayant participé à cet entraînement et passé du temps dans l'ISS, la Station spatiale internationale, considèrent que Caves est le programme le plus formateur et le plus proche des réalités d'une mission spatiale. Bella Italia. Was it this blue before? No, huh? Who's changed the colors? Who's messed about with the sky, eh? Sous Terre, on n'avait plus le cycle du jour et de la nuit, on n'avait plus de référence temporelle, confort spartiate, et puis tout ça, ça nous détraque un peu, et puis il faut savoir comment on fonctionne dans ces cas-là, reconnaître un peu les signes avant-coureurs, quand ça marche plus très bien, sur soi et puis sur les autres, et puis essayer toujours quand même de fonctionner en équipe, bien que les conditions se dégradent au fur et à mesure, donc ça fait partie des objectifs. Ouais. C'est pas uniquement technique, mais c'est aussi, au final, beaucoup dans la tête. Казбек, Заре, проверка связи. Я Казбек, слышу вас хорошо, как нас? Слышу вас отлично. Для вас начало тренировки. Пистолет? Нет, там уже пистолет. Нужно? Нормально. Нет, лучше головой туда. Экипаж космического корабля «Союз МС-03» совершили посадку в районе Москва. Самочувствие экипаж хорошо. Наши координаты 55 градусов 52 секунда на севера широта и долгота 38 градусов. Février 2016. Dans une forêt proche de Moscou, par moins 25 degrés, Thomas, Oleg et Peggy s'exercent à la survie en milieu hostile suite à un atterrissage difficile. Un retour sur Terre comporte sa part d'incertitude. Être astronaute, c'est aussi être capable de résister au milieu de nulle part en attendant que les secours arrivent. Cet entraînement de 3 jours et 2 nuits est une sorte de rite d'initiation, une tradition à laquelle les Russes ne dérogent jamais, le moment où l'équipage se constitue. Souvent, c'est lors de nos entraînements que les membres d'équipage se retrouvent ensemble pour la première fois. Donc c'est ici qu'ils développent leur esprit d'équipe, la capacité à travailler comme un seul homme. Ils prennent de l'assurance et se font mutuellement confiance. À chaque nomination d'équipage, les aspects psychologiques sont pris en compte. Il s'agit de déterminer jusqu'à quel point ils seront capables de s'entendre. En l'occurrence, cet équipage n'a aucun problème. Évidemment, je ne suis pas psychologue, mais à mon avis, il n'y aura pas de problème entre eux. Ils apprennent à construire un abri avec la toile de parachute du Soyouz, utiliser les cordes et les baquets du vaisseau pour faire des traîneaux, fabriquer des civières de fortune si l'un d'eux est blessé. Le point de chute du Soyouz est contrôlé avec précision, mais l'histoire spatiale est jalonnée de retours sur Terre épiques.
Ce département de l'agence spatiale russe a ainsi été créé en 1965, au lendemain de l'atterrissage de Leonov et Beliaïev. La capsule est bloquée au beau milieu d'une forêt de Sibérie. Il fait moins 30 degrés. Les cosmonautes entendent les loups hurler. Il faudra 2 jours pour que les secouristes puissent les rejoindre. Я понял, слышал ваш звук вашего двигателя, поджигаем сигнальный костер. Хватит, мама. Мама, хватит. Aucun exercice n'est anodin. Derrière le cas pratique, il y a souvent une histoire qui aurait pu mal finir. Сейчас нам нужно одевать и пикап. Хорошо, принято, одеваем. И Олег сейчас работает первый огнетушитель за Лечка. Принято, Пегги. Dans l'ISS, il y a 3 principaux cas d'urgence. La dépressurisation, la fuite toxique et le feu. L'équipage apprend les procédures par cœur, mais dans l'espace, tout est forcément différent. En l'absence de gravité, la flamme est une boule ronde. En l'absence de gravité, l'extincteur devient une véritable torpille si l'on ne s'accroche pas. 9 mois avant ses premiers pas dans l'ISS, l'équipage prend les bonnes décisions dans cette situation critique, effectue les bons gestes. Отключение питания, изоляция горящего модуля. То есть Мили-1 пытались потушить, у нас не получилось. Сняли воздуховоды и индикаторы потока, закрыли люки. И находимся в корабле. 2-3. Так, и линию связи мы уже не организуем. Да, да. Okay. En 1997, un incendie se déclare sur la station Mir. Une erreur d'appréciation fait perdre de précieuses secondes. Ordre est donné d'évacuer la station, mais le feu barre l'accès au Soyouz. L'incendie auto-alimenté s'achève de lui-même. Les astronautes gardent leur masque pendant 48 heures. Chaque geste peut être vital. Dans l'exercice, les 3 astronautes doivent évacuer l'ISS, gagner le vaisseau Soyouz, dont le simulateur se trouve dans une autre pièce du centre d'entraînement, puis rentrer sur Terre. La fatigue se fait sentir, la nervosité gagne parfois. Чего? Это ненормально. Это ненормально. Обычно есть звук тут, когда птица было основное разъявить. Можно звук тут. Malgré sa complexité, l'exercice s'est bien déroulé. Facteur important dans la perspective de l'examen final qui aura lieu quelques semaines avant le décollage. Давай сегодня ставим.
Да не то слово. Чуть-чуть. C'est pas le plus agréable, ouais. Bah, il fait chaud, disons. Dans ces scénarios-là, avec le feu, la fumée, tout qui est fermé hermétiquement, on a juste un peu d'oxygène pour assurer la respiration. Donc, ouais, on perd quelques centaines de grammes, voire plus. On a abandonné la station spatiale en feu derrière nous. On s'est précipité dans notre Soyouz pour au moins nous sauver nous-mêmes et rejoindre la Terre. Donc dans ce scénario-là, les deux Soyouz ont quitté la station qui brûle et on fait une rentrée simultanée des deux Soyouz vers la Terre. Voilà, mais bon, a priori on s'est posé. Peut-être pas exactement au bon endroit, mais au moins on s'est posé. Gérer une situation catastrophique est le quotidien d'un astronaute lors de sa préparation. Toutes les options sont envisagées et c'est de cette façon qu'est pensé l'entraînement depuis le début de l'histoire de la conquête spatiale. Cette histoire a un héros incontournable, Youri Gagarin. À Moscou, tout rappelle sa présence. Comme pour tous les astronautes, sans aucune exception, Youri Gagarin est pour Thomas un repère absolu. Et le 12 avril 1961, une date indélébile marquant le début d'une nouvelle ère de l'exploration humaine. Pour nous, pour la nouvelle génération d'astronautes, européens ou pas, qui n'étions pas nés à cette époque-là, c'est un peu l'année zéro en fait, c'est un peu le commencement de tout, c'est une date qu'on marque d'une pierre blanche. Il y a eu un avant, il y aura eu un après, c'est la date qui a prouvé qu'en fait l'exploration spatiale c'était possible et qui a un petit peu tout déclenché. 12 avril 1961, la fusée décolle. Youri Gagarin a écrit une lettre d'adieu à sa femme et ses filles. Preuve que l'issue de ce vol est bien aléatoire. 108 minutes plus tard exactement, après avoir accompli une orbite complète, Youri Gagarin atterrit et devient l'image même de la conquête spatiale. Je me demande ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, après le vol, quand du jour au lendemain il est devenu un héros pour des millions de personnes et puis une icône comme ça. Ça doit être étrange. C'était un gars plutôt simple, pilote, et puis là, tout d'un coup catapulté dans un monde qui n'était pas le sien. Donc, ça a dû être spécial. Thomas en est l'un des héritiers. La place du français dans cette histoire, la place de l'ISS et de l'expédition numéro 50-51 s'inscrivent dans la perspective de ces 55 années d'évolution. Au premier homme dans l'espace, soviétique, les Américains répondent par le premier homme sur la Lune. Saturn V, la plus grande fusée jamais lancée, est le cœur du programme Apollo. Les progrès rapides et assourdissants de la conquête spatiale tiennent dans cet antagonisme. États-Unis et URSS fondent leur puissance et leur prestige au-delà de l'atmosphère terrestre. 11, 10, 9, ignition sequence start. 6. Juillet 1969, Saturn V décolle et propulse Apollo 11 vers la Lune. Houston, your guidance is converged. You're looking good. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais quel nouveau territoire explorer ensuite? Les Soviétiques abandonnent leur propre projet lunaire.
mais dès 1971, mettent en orbite la toute première station spatiale, Salyut 1. Les Américains leur emboîtent le pas. En 1973, ils récupèrent un réservoir de Saturne V, le mettent en orbite. Cela dure 171 jours. Skylab reste la seule station orbitale américaine, car la NASA a d'autres plans, d'autres idées, et développe la navette. « 20 ans jour pour jour après le vol de Youri Gagarin, elle réalise le premier des 135 vols spatiaux du programme Shuttle. Focalisée sur l'exploitation complexe et coûteuse des navettes, meurtries par l'accident de Challenger, les Américains délaissent les stations orbitales. Les Soviétiques en deviennent les experts. À leur Salyut succède Mir en 1986, une structure bien plus grande dédiée à la recherche, où se battent aussi tous les records de durée de séjour dans l'espace. Au début des années 90, la dislocation de l'URSS entraîne des rapprochements entre les deux puissances. Le programme Shuttle Mir est le symbole de cette nouvelle donne. La conquête spatiale s'est développée jusque-là à travers la compétition entre deux États. À la fin des années 90, elle passe par la coopération de tous. Le chemin pour la Station spatiale internationale est alors tracé. Thomas Pesquet et l'expédition numéro 50-51 s'incluent donc dans cette période de l'histoire spatiale. Période débutée le 2 novembre 2000, lorsque l'expédition numéro 1 a activé les systèmes de survie et de communication de l'ISS. Depuis, elle est habitée sans discontinuer. Jim Oberg, historien, a participé comme ingénieur au début du programme. Au sein de la NASA, il dirige l'équipe qui dessine l'orbite de la Station spatiale internationale après de longues tractations entre Russes et Américains. À l'heure actuelle, la Station spatiale internationale est la seule en orbite. Ces 18 dernières années, elle a tourné 100 000 fois autour de la Terre. C'est une orbite haute nord-sud qui passe au sud au-dessus de l'Argentine et au nord au-dessus de la Russie. Toutes ces lignes représentent les trajectoires de la station spatiale lorsqu'elle tourne autour de la Terre. Mais contrairement aux apparences, ces trajectoires ne se déplacent pas vers l'ouest. Toutes les heures et demie, la station fait un tour. Pendant ce temps, je le matérialise avec la carte, la Terre a pivoté vers l'est. 1 heure et demie plus tard, la station passe ici. 1 heure et demie plus tard, après un tour, elle est là. 1 heure et demie plus tard, par là. Donc, la station décrit toujours la même trajectoire, mais c'est la Terre qui pivote en dessous. L'assemblage de l'ISS a commencé en 1998 à partir d'un module russe et d'un module américain. Et pour l'orbite choisie, Jim reçoit les remerciements du premier équipage à y travailler. Le programme de la navette américaine est maintenu jusqu'en 2011 pour permettre la construction de l'ISS. Il a donc fallu une dizaine d'années et 41 missions pour achever la plus grande station orbitale jamais imaginée. 15 modules, dont 4 consacrés exclusivement aux expériences scientifiques, la superficie d'un terrain de football, la hauteur d'un immeuble de 8 étages, 400 tonnes. L'ISS est le lieu où se prépare l'exploration du cosmos. L'homme apprend à vivre dans l'espace.
Dans l'espace, que les choses soient très proches ou très éloignées, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne vitesse et d'être constant sur la durée. L'ISS permet de développer les technologies et les capacités pour aller plus longtemps et plus loin dans l'espace. Au départ, on ne savait pas comment construire des systèmes de survie capables de recycler efficacement l'air et l'eau. On ne savait pas quels seraient les effets sur le corps et sur le mental humain. Tout ça, nous sommes en train de le découvrir et de le mesurer dans la station. Et à mes yeux, c'est ce qui nous permet de préparer des vols bien plus lointains. Mars 2016. À 8 mois du départ, Thomas Pesquet poursuit son apprentissage du Soyouz à la Cité des Étoiles. Ingénieur de vol, second du commandant Oleg Novitsky, il doit savoir lui aussi le piloter dans toutes les situations et maîtriser un arrimage sur l'ISS en manuel. Точнее. Что? МИМ-2 у нас такой очень узел. Да, но наблюдаем ИСУ-1 пока. Скорость на верхнем пределе, больше не надо. Чуть-чуть поторможу. Совсем чуть-чуть, да. Все остальные параметры около нуля, угловые скорости около нуля. За режим отлично. Принято, выполняем. Aujourd'hui, nous avons un équipage international. Et le pilotage en manuel est maîtrisé aussi bien par le commandant de bord que par l'ingénieur de bord, en l'occurrence Thomas Pesquet. Si je tombe malade, par exemple, Thomas est totalement habilité à prendre les commandes et à piloter le vaisseau. Есть касание. Стоп, режим. Ну как тебе последний режим? Ну интересно. Интересный режим. Интересно, потому что станция ОСК. Станция ОСК плюс. И тогда я имитируюсь с тобой ОСК. Да. Но плюс. Начал разворот. 180 градусов. А потом боковая скорость от другой стороны. Конечно, было интереснее, учитывая, что ты все-таки летчик. И по сути, и по душе. Это интересно, когда идет динамика, причем динамика такая, которую понимаешь. А я отмечаю, что динамику ты понимаешь. Хотя на экзаменах лучше этого, конечно, не делать. Не поймут. Честно, не поймут. Les points communs sont nombreux entre le pilotage d'un Soyouz et celui d'un avion de ligne. Avant d'être astronaute, Thomas est ingénieur et pilote Air France. C'est ça qui est drôle, il n'y avait pas eu de pilote de ligne avant de formation qui était astronaute. Et je me rends compte qu'il y a énormément de points communs. C'est le vol spatial et le vol en ligne, c'est la même chose en fait. Il y a une phase très dynamique au décollage. Ensuite, il y a une phase qui peut être assez longue en croisière où là, on utilise les automatismes évidemment. Ça ne sert à rien de piloter à la main en ligne droite pendant 6 heures. Dans le Soyouz, c'est pareil. On travaille à deux en équipe. À base de procédures, en interaction avec le sol. Ça se pilote pas tout seul le Soyouz. Il faut savoir échanger, il faut savoir communiquer, il faut savoir travailler en équipe. Et ça, c'est la même chose dans les cockpits. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Все хорошо? Да. Выживание прошло. Выжил. Это принципиально. Все остальное не важно. Мы часто об этом поговорим. А сегодня что было? Сегодня? Да. Тренировка по спуску. По спуску. Да, в центре круге. Динамики. Maîtriser le russe est ainsi un passage obligé pour tout astronaute. Cours intensifs, stages d'immersion, mise à niveau incessante, Thomas le considère comme le plus difficile de ses apprentissages.
Мы тренировались. Где аккузатив? Найдите. Ну, везде. Весь день, совершенно верно. А тренировались у нас вся. Почему здесь возможно? De tout ce qu'il a fallu que j'apprenne, je crois que c'est l'apprentissage d'une langue étrangère qui a été le plus difficile pour moi. Ça a été très compliqué. J'aurais aimé avoir les mêmes facilités que Thomas pour les langues, mais j'arrive à peine à me débrouiller en russe. La quantité d'informations en fait, qui est délivrée par jour, surtout pendant la phase théorique, est quand même assez énorme. Il faut voir qu'à une époque, moi je l'ai vécu avec mon collègue Andreas, on faisait 8 heures par jour, 5 jours par semaine de cours théoriques sur le système de contrôle du Soyouz, le système de propulsion, etc. Donc c'est évidemment à 100% en russe. Donc 8 heures d'informations théoriques comme ça par jour qu'il faut emmagasiner, ça demande au moins, moi je pense, 4 heures de boulot pour vraiment l'assimiler. Thomas s'est filmé pendant cette période. Il en a plaisanté. Alright, so let's study all this real quick. Let's learn everything we have to learn, and then let's go to the city. Okay, but I think it takes about a year. Oh, really? So we better get started. We better. Thank you. And this is Andy's room. He studies all the time. Look. Study. He's got this small engineering print. Oh, and always the same calculators. Pour aller sur l'ISS à bord du Soyouz, l'équipage sera soumis à des accélérations ou des décélérations telles que le poids ressenti de leur corps sera bien plus important que leur poids normal. Jusqu'à 10 ou 12 fois lors des phases de rentrée dans l'atmosphère. La pression sanguine diminue alors dans le cerveau. Le risque d'évanouissement est sérieux. Pour familiariser Thomas, pour s'assurer que ses capacités d'action ne seront pas atteintes, il est régulièrement soumis au test de la centrifugeuse. Aux alentours de 5G, une personne sportive sans entraînement s'évanouit. À 8G, 8 fois le poids du corps, on voit le visage se déformer en accélérant l'image. Thomas doit bloquer sa cage thoracique pour ne pas qu'elle s'écrase. Сейчас несколько минут отдохнем и будем спускаться, хорошо? Ну, нормально, но когда она... Ну да, я поняла. Да, не волнуешься, потому что как бы это чисто технически, то есть там ничего страшного не будет. Сейчас как только вот... И давление сразу там сюда присядьте. Le test de la centrifugeuse est aussi vieux que les préparations pour aller dans l'espace. Déjà Yuri Gagarin le subissait. Pour voler un jour sur l'ISS, les milliers d'heures d'entraînement s'accumulent. Les scénarios catastrophes semblent innombrables. Mais cette formation exhaustive exclut au quotidien une dimension que l'environnement terrestre ne peut offrir, l'état d'impesanteur.
Pour que les astronautes ressentent, vivent cet état si particulier sans aller dans l'espace, il n'existe aujourd'hui qu'un seul moyen. Jean-François Clairvoy, 3 missions spatiales dans les années 90, astronaute senior au sein de l'Agence spatiale européenne, dirige la société Novespace, seule société à mettre en œuvre des vols paraboliques en Europe. Il a encadré le premier entraînement en impesanteur des astronautes de la classe 2009, un an après leur sélection. Donc ça, c'était 2010, il y a 6 ans. Déjà 6 ans. Oh la vache. C'est dingue. Ils sont concentrés, mais on sent qu'ils s'attendent à vivre quelque chose d'incroyable. Attention, attention. Hop, ça y est, c'est parti. Tout de suite, c'est la course pour se mettre assis au plafond. Ah, je les ai bien entraînés, les petits nouveaux, là. Tous avec un large sourire. Et c'est la même apesanteur, donc on peut s'imaginer qu'on est déjà dans l'espace, là. Donc c'est très intéressant de voir sur le regard à la fois un peu d'expression intriguée, le sourire parce que les sensations sont très ludiques, et puis le fait de les partager à plusieurs. Ils se regardent entre eux, ils se commentent comme des gamins. T'as vu ça? Et moi j'ai ressenti ça, et toi? Pour bien préparer un astronaute à son premier vol spatial, c'est absolument obligatoire, c'est incontournable de leur faire connaître l'apesanteur à l'avance dans un vol parabolique. Typiquement 2 vols paraboliques, c'est-à-dire plusieurs dizaines de paraboles, c'est-à-dire 10 à 20 minutes, je dirais une demi-heure au moins, d'apesanteur cumulée sur plusieurs paraboles, sur plusieurs vols. C'est un moment dont ils se souviendront toute leur vie. C'est la première fois qu'ils ont commencé à faire le premier pas dans l'espace. Parce que c'est pas une simulation, on recrée la vraie apesanteur, on met l'avion en orbite. Pour atteindre l'état d'impesanteur, l'avion décrit une parabole et reproduit ainsi une portion d'orbite. Il s'élève dans le ciel dans un angle de 47 degrés. Une force de 1,8 G s'exerce alors. Les hommes et les objets pèsent 1,8 fois leur poids. Une fois l'angle atteint, on réduit les gaz. L'avion et tout ce qui se trouve à l'intérieur est en chute libre. Les corps ne pèsent plus rien. Durant 20 à 22 secondes, l'état d'impesanteur est créé. C'est le seul vol au monde où 3 pilotes dirigent l'avion en même temps. « 1,8 G. C'est l'accélération au décollage dans la fusée Soyouz. On peut fermer les yeux et vraiment se croire dans la fusée en train de partir vers le ciel. D'un seul coup, les moteurs s'éteignent et on est en apesanteur pour toujours, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir sur Terre. Et c'est l'état d'impesanteur exactement le même que dans l'espace. On est en chute libre, soumis à son seul poids. La première sensation d'un astronaute qui est soumis à l'apesanteur, en vol 0G ou dans l'espace, c'est l'absence de sensation de poids. On ne sent plus qu'on pèse quelque chose. Quasiment tous les systèmes vitaux et fonctionnels du corps humain sont affectés. Certains d'une façon qui se ressent, d'autres d'une façon qui ne se ressent pas, mais on le voit dans les examens médicaux. Et il faut à peu près 2 à 3 jours pour s'y habituer et se sentir totalement bien. L'état d'impesanteur n'est donc pas sans effet sur la physiologie humaine. Il pose des questions sur nos adaptations dans l'espace
sur les incidences des vols spatiaux et de très longue durée sur notre corps. En impesanteur, l'astronaute est donc contrôlé, ausculté, sondé. Son corps pave le chemin des explorations planétaires lointaines. Il faut qu'il ait une forme physique optimale. À bord de l'ISS, on a beaucoup appris sur la façon de compenser les changements qui interviennent en impesanteur. Du fait de l'absence de gravité, les muscles et les os ne sont plus sollicités. Et si on ne faisait rien, on deviendrait rapidement très faible. Nos os se déminéraliseraient fortement, plus vite que ceux d'une femme du troisième âge. Sur Terre, la déminéralisation osseuse est de 1% par an chez une femme du troisième âge, alors que dans l'espace, elle est de 1% par mois. Donc c'est énorme. La décalcification n'est qu'un des phénomènes observés. La micropesanteur modifie en profondeur l'organisme. Le système cardiovasculaire se déconditionne. Le cœur ne fait plus remonter le sang vers le haut du corps aussi bien. Le corps n'étant plus soutenu, la perte musculaire est importante. Les astronautes arrivent à la compenser en faisant des exercices physiques dans l'ISS. Mais même ces exercices physiques nécessitent une formation à terre. 16 séances en tout pour dompter cette machine. Un système pneumatique spécialement développé pour recréer la force en impesanteur qui permet d'accomplir tous les mouvements une fois dans l'espace. Ça, c'est un gant de musculation après 6 mois dans la station spatiale, parce qu'on fait quand même 2 heures par jour, donc on part avec des gants. Et ça, c'est à peu près l'état dans lequel reviennent les gants après 6 mois, parce qu'en plus, on finit, à force de faire ça tous les jours, on finit par des charges très très importantes, d'autant que quand on lève, par exemple, en faisant des squats, eh ben, on doit lever le poids de notre corps aussi. Sur Terre, si on a 150 kg sur la barre, ben dans la station spatiale, on met 230 kg, 150 kg plus les 80 kg du poids du corps, parce que vu qu'on est en impesanteur, il faut aussi qu'on lève le poids de notre corps. Donc 230 kg pendant 6 mois, eh ben, au final, ça donne ça. Avec réparation de fortune à bord. Le corps de l'astronaute est l'objet de toutes les attentions, mais aussi de toutes les expérimentations. Dans l'histoire spatiale, l'astronaute est à la fois cobaye et expérimentateur. Pour la mission Proxima, Thomas Pesquet prête évidemment son corps à la science. Donc tu vas t'installer là. Comment ça va la biopsie? Très bien, écoute. Ça fait pas mal? Non, ça fait pas mal. La session, donc on l'enlève là? Ouais. Alors le fait qu'il y ait eu la piscine, est-ce que c'est pas mieux de les garder? Tant que je regarde. Bon, de toute façon, attends, je regarde. Ça fait pas du tout mal, le pied, pas de souci. On est aussi des cobayes. Tout ce qui est médecine, physiologie, souvent on teste des choses sur les astronautes. Et là, on a fait un prélèvement d'un morceau de muscle, de 2 morceaux de muscle, un dans la cuisse, un dans le mollet, pour, en liaison avec les expériences qu'on fait, avoir un état précis du muscle avant la mission, et on redonnera un petit morceau de muscle après la mission pour voir comment ça a évolué et permettre vraiment d'étudier ça dans le long terme. Ok, d'accord. Moi j'allais regarder dans le protocole, qu'est-ce qu'ils avaient noté. Parmi les 200 expériences qu'il va mener à bord de l'ISS, l'une d'elles concerne donc les muscles.
Cette expérience s'appelle Sarcolab. Son but, comprendre les raisons des baisses des performances musculaires des astronautes constatées en impesanteur. Les biopsies en sont une des composantes, mais elle reposera dans l'espace sur une machine, MARES. À 6 mois du décollage, Thomas s'exerce à l'assembler sur Terre avant de le faire là-haut. MARES est certainement l'outil le plus complexe jamais conçu pour mener des expériences dans une station orbitale. Le sujet il sera assis dans la chaise, immobilisé, enfin plusieurs articulations immobilisées, et en fait on centre sur une articulation, ici c'est la cheville. On va mesurer précisément les changements musculaires et du squelette sur la cheville. On peut ensuite avoir une configuration, c'est le genou qu'on étudie, et on va se relayer là-dedans. Là pour l'instant je fais l'installation, mais ensuite on sera plusieurs à bord à passer en tant que sujet dans cette chaise de torture. Non, c'est pas vraiment une chaise de torture. Ces mesures fines du système musculaire et neuromusculaire visent à mieux comprendre la physiologie humaine dans le but, notamment, de préparer des voyages spatiaux lointains. Thomas est le premier à mettre en œuvre les expériences autour de MARES. C'est une des plus grosses expériences à bord, et donc c'est aussi une série de leçons. C'est le plus gros training que personnellement moi j'ai préparé ces dernières années, puisqu'il y a une partie mécanique, une partie médicale, une partie électrique, puis une partie d'exercice, comment bien faire les exercices. Donc il y a vraiment un éventail de compétences que l'astronaute doit acquérir. C'est ça qui est intéressant dans l'ISS, c'est que ça va du très très simple, une expérience qui prend 10 minutes, au très compliqué, une expérience qui va nous prendre 60 heures à réaliser, mais au final on balaie un choix de sujets très très large, et c'est pour ça que l'ISS c'est un laboratoire aussi de pointe et qui nous sert tous les jours. La Station spatiale internationale est un laboratoire extraordinaire. Un laboratoire en chute libre permanente, où la gravité n'est plus une contrainte. L'ensemble du champ scientifique est ainsi intéressé par des expériences en impesanteur. La physiologie humaine, évidemment, mais aussi la biologie, la physique des matériaux, la physique des fluides, la mécanique, l'étude des composants électroniques, autant de domaines qui seront abordés par l'équipage. Chaque expérience doit être adaptée à l'environnement d'une station orbitale. On a des expériences qui ont été proposées par les États-Unis, par le Japon, par plusieurs pays européens, par le Canada. Elles sont très variées et émanent de différentes structures. Donc c'est nous qui allons être les techniciens de laboratoire chargés de les mettre en œuvre dans l'espace. On va concrétiser le rêve de nombreux scientifiques restés sur Terre en réalisant leurs expériences à bord. Lorsqu'il rentre chez lui, après une journée à étudier des protocoles d'expérience, Thomas n'en a pas toujours fini avec la science. Elle se niche parfois dans les actes les plus quotidiens. Depuis le début des vols habités, les spécialistes s'intéressent à l'alimentation des astronautes. Le dîner du soir, c'est contrôlé. C'est pour une expérience scientifique, alors ça va parce que c'est quand même la nourriture française, mais je choisis pas. Je peux pas manger plus, ni moins, il faut que je mange tout. On essaie de compter les calories pour vraiment avoir une idée précise du métabolisme des astronautes dans l'espace pour que quand on ira vraiment loin, on puisse emporter la quantité de nourriture nécessaire, mais pas plus. Parce que cette marge qu'on a aujourd'hui dans la station spatiale, ça représente, pour une mission de 6 mois, j'imagine quelques dizaines de kilos. Pour aller sur Mars, on ne peut pas s'embarrasser de cette masse supplémentaire, donc il faut être un peu plus précis. Donc on essaie de mesurer ça vraiment très très précisément. Métabolisme au sol, et puis dans l'espace, on va comparer, et puis on va conclure sur ce qu'il faudra vraiment emmener pour une mission au long cours. Les vols spatiaux ont montré systématiquement une perte de la masse corporelle des astronautes. Magret de canard confit.
Elle proviendrait peut-être d'un déséquilibre de la balance énergétique sans que l'on puisse aujourd'hui l'expliquer. C'est bon. Pas mal, merci le CNES. Merci le CANMOS. C'est bon. C'est Alain Ducasse quand même qui nous régale ce soir. Et dans la station, pour Noël, pour jour de l'an, on peut choisir aussi les petits plats Alain Ducasse ou Thierry Marx. Ça va quand même. Après, les petits trucs en plus, on met des biscuits, on met du chocolat, des choses comme ça, un peu tout ce qu'on aime bien, quoi. J'ai regardé, moi ça j'ai pas encore donné ma liste, j'ai regardé celle de Peggy. Il y a plein de trucs épicés aussi. Apparemment le goût change dans la station. Il y a des choses qu'on aime bien au sol mais qu'on n'aime plus une fois qu'on est là-haut. Elle aimait beaucoup le poisson, les crevettes, et puis une fois qu'elle était là-haut, malheureusement elle supportait plus, donc ça c'était un peu dommage parce qu'on en avait mis beaucoup dans son pactage. Donc je vais prendre des trucs quand même un peu neutres, pas des trucs trop puissants. Et on perd le goût, en fait, tout ce qui est salé, poivré, le piment, tout ça il faut vraiment un peu exagérer parce que sinon on a l'impression que tout est un peu uniforme. C'est des choses auxquelles il faut penser. En apesanteur, la miette est proscrite. La tortilla mexicaine est donc un incontournable à la place du pain et les lyophilisés sont devenus la norme. Avec la multiplication des vols de longue durée, les facteurs psychologiques ont pris de l'ampleur et l'importance de la variété et de la confection des plats également. Да, закрываем, создаем, дальше закрываем. По самочувствию. Dans la banlieue de Moscou, plus précisément dans l'entreprise NPP Zvezda, Thomas essaye sa combinaison de vol pour validation. Un parterre de techniciens l'observe. Tout est très ritualisé. L'astronaute est très attaché à sa combinaison parce qu'elle le garde en vie en cas de feu ou de dépressurisation. NPP Zvezda les conçoit et les fabrique depuis le début du programme spatial russe. Это мы помним, да? Это на эвакуацию. Да, вертолет. Выше красный дошел рукой прям. Когда без вкладышей удобнее будет. Повел и щелк, и все готово. Натяжение. Да, шторку мы не трогаем. Это понятно, да? Это понятно, я помню. Все. Les essais s'étalent sur plusieurs mois pour que la combinaison s'ajuste parfaitement au corps de l'astronaute. Même les bottes qui ne servent qu'une seule fois pour marcher vers la fusée. Pour Thomas, c'est la dernière visite. Так, это второй экземпляр, то же самое. Il signe l'acceptation de sa combinaison. Лечение оператор, сегодня что число? 19. À 5 mois et demi du décollage, les voitures encombrent l'entrée de la Cité des Étoiles. Elles déversent un flot de journalistes et de caméramens. Thomas, Oleg et Peggy se présentent devant les représentants les plus importants de l'agence spatiale russe. Moment solennel, ils passent leur examen de pilotage du Soyouz.
Ils sont là comme doublure de l'équipage qui les précède sur l'ISS, mais l'examen n'est pas un examen blanc. Il y a obligation de résultat. Durant plusieurs heures, ils simulent un rendez-vous avec la station. Tous les oublis, toutes les fautes sont consignées. À la différence de la formation américaine, qui évalue les astronautes sur le mode du contrôle continu, les Russes sanctionnent la formation par ces tests en partie publique. Thomas, Oleg et Peggy ont 5 sur 5 sur tous les points observés par les instructeurs. Note maximale. Ils sont aptes pour décoller avec Soyouz. I'm really looking forward to the flight again, especially because I have such a great crew to be with. I think we'll have a great time, in addition to getting a lot of work done. I've been learning for these guys. Peggy basically built the station by herself, and Oleg has been there before, so it's great. And I had the opportunity to be the backup for an ESA crew before, so I've had quite a lot of training, and now I just can't wait for the launch day and finally being there on station. Mais Thomas n'a pas encore validé l'ensemble de ses compétences. Bonjour messieurs. Mon commandant, ça va très bien. Tu veux préparer ma mission, un des derniers voyages à Houston, ensuite Moscou, et puis après c'est parti. Je prépare mon entraînement en piscine de demain. À chaque fois, il y a un programme assez complet. Ce qu'il faut, c'est être capable de réparer toutes les pannes qui peuvent arriver à l'extérieur de la station et qui peuvent nous amener à sortir en urgence. L'urgence, c'est sous 1 semaine, 2 semaines maximum. Il y a une liste de pannes comme ça, avec lesquelles la station ne pourrait pas continuer à voler très longtemps. Et donc, ça amènerait une sortie non planifiée. Et c'est à ça qu'on se prépare, notamment en piscine. C'est à Houston, au NBL, le laboratoire de flottabilité neutre, que l'on forme les astronautes à sortir dans le vide spatial. Sortir dans le vide spatial, lancé à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude, le Graal de l'astronaute contemporain. Parce que ça devient un peu naturel en fait, on n'y pense plus, c'est comme quand j'étais pilote, ça devient un peu une routine. Mais ouais, quand on sera dans la vraie combinaison, qu'on ouvrira le sas et que là on verra la Terre en dessous, il faudra plonger la tête la première, là ce sera quelque chose. En cette dernière semaine de juillet, sur le bord du bassin, Peggy et Thomas essaient de se fondre dans leur scaphandre. Le scaphandre est en surpression par rapport au milieu aquatique, pour avoir la même rigidité que dans l'espace. Buzz Aldrin, le deuxième homme sur la Lune, est à l'origine de ce concept d'entraînement en piscine. Le principe repose sur la flottabilité neutre, l'équilibre de la poussée d'Archimède, pour simuler l'impesanteur et les missions que Thomas et Peggy mèneront à l'extérieur de la station. B1 and EV2, this is Chris. How do you copy? I have you loud and clear. And I have you loud and clear, Chris. Excellent. EV1, can you get a slow 5 count, please? 5, 4, 3, 2, 1. And I read you loud and clear, EV2, how are you? 4 sorties dans l'espace sont d'ores et déjà planifiées pour Thomas et Peggy. Peggy, dans sa carrière, en a déjà fait 6. Les 2 astronautes font aussi partie de l'unité d'urgence,
Au moindre problème nécessitant une sortie supplémentaire, ils interviendront. Dans le bassin du NBL, ils sont confrontés à des opérations courantes. Remplacer l'extrémité du bras robotique qui équipe la station, lubrifier les articulations de ses panneaux solaires. Okay, one turn. Une sortie extravéhiculaire, comme on la nomme dans le jargon aérospatial, dure 6h30, limite imposée par l'autonomie du scaphandre. Imposée aussi par les capacités physiques d'un humain, tant l'exercice est épuisant. Une sortie extravéhiculaire est une immense chorégraphie complexe et dangereuse entre deux astronautes et le centre de contrôle. We would then pull to release the EDF. So Jamal, you saw that earlier. You pull it to the max of its lanyard. Okay, great. So let's go ahead and we are going to do a roll to get to the remaining EDF. So Peggy, you want to be able to access 1 and 2. Tomal, you want to access 4 and 5. It should be about a 90-degree roll clockwise. There's going to be some pretty tiny numbers and letters on there, and the cool ones honestly might be pretty worn out. Alpha and 7, yeah. Okay, great, and I have APFR when you're ready. Ready. So, Tomal, you can remove that square scoop from the spare lead. And we'll get that on your mini workstation. And Peggy, this is the point when you need a square scoop as well. Okay. Get in this bag. Hey, Ali, these are our friends from CSA watching? Yes. Yes. Yeah. If he hadn't been watching, I would have been more comfortable. Dans la salle, l'atmosphère est feutrée. On chuchote plus qu'on ne parle. On blague dès qu'on peut. Le moindre problème ne fait pas plus de remous qu'une bulle dans la piscine. Communiquer fait aussi partie de l'entraînement. Ce type d'échange est très important, parce que tout est lié. Si l'astronaute se met à paniquer, il va faire paniquer tous ceux qui sont autour de lui et l'équipe au sol. Alors que s'il reste calme, il va réussir, malgré l'environnement stressant, à résoudre le problème sans se mettre de pression supplémentaire. Donc le fait de rire contribue aussi à réduire le stress dans une situation très tendue. Car il n'existe pas d'environnement plus inhumain que le vide spatial. Le scaphandre protège l'astronaute des températures extrêmes, variations thermiques de 300 degrés entre le jour et la nuit. Il le protège des radiations, des micrométéorites, du rayonnement ultraviolet, tous mortels pour l'homme. La première sortie dans le grand vide eut lieu en 1965. Un événement considérable. Alexei Leonov est une légende de la conquête spatiale. Personne au monde ne savait ce qu'il y aurait là-haut, si ce n'est le vide sidéral. Mais ce qu'on savait, c'est que notre vie ne tenait qu'à un fil et que c'était extrêmement dangereux. Tous ceux qui ont travaillé en sortie extravéhiculaire ont été confrontés à des obstacles apparemment insurmontables. Ça a été mon cas, mais d'autres ont rencontré des problèmes bien pires. Après une dizaine de minutes dans le vide spatial, sa combinaison s'est tellement dilatée qu'il ne peut plus rentrer dans le sas du vaisseau. Il n'a alors d'autre solution que de la dépressuriser, au péril de sa vie. C'est là que j'ai compris qu'il n'existait rien de plus difficile que le travail dans l'espace. Même si nous sommes 90 à l'avoir déjà fait. C'est plus dur que de travailler dans un sous-marin.
Plus dur que de travailler à la mine. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour un cosmonaute. Difficile et dangereuse hier, difficile et dangereuse aujourd'hui. L'expérience vécue par Luca Parmitano, sélectionné en 2009 par l'agence européenne comme Thomas, illustre le péril que recouvre chaque sortie extravéhiculaire. Luca a failli mourir dans le vide spatial, noyé. There's a big spoiler. I'm alive, so obviously. That's my favorite part. I never expect that. No, we didn't think it was possible. No, we didn't think it was possible because we did not understand the behavior of the water in orbit. J'étais vraiment content de pouvoir refaire une sortie une semaine après la précédente. Tout se passait bien. Je me souviens que j'étais très concentré. J'attendais de percevoir le silence indiquant qu'on est dans le vide et qu'on peut ouvrir la trappe. 16 juillet 2013. Cela fait 1 heure que Luca Parmitano est sorti avec Chris Cassidy pour accomplir sa mission sur la station spatiale. Il est en avance sur son planning lorsqu'il sent de l'eau monter le long de son cou. Il pense que le liquide est la boisson en train de fuir du sachet situé à l'intérieur du casque. Mais l'eau continue de se répandre. Hey Luca, can you clarify, is it increasing or not increasing? It's hard to tell, but it feels like a lot of water. Oh, I see. I see it now, wiggling. Can you see? It's over here, right? Yeah, but I have that, and then there is about the same amount of when I took the helmet down last time, Chris. Really? Yeah, I can feel it in the back of my head. Chris and Luca, just for you guys, based on what we heard with Lucas saying that water is in his eyes now and it seems to be increasing, we think we're going to terminate EVA case for EV2. Okay. Pendant que Chris Cassidy part sécuriser le matériel, Luca Parmitano se dirige vers le SAS. Mais la situation empire. Il fallait que je me mette dans une position où j'avais les jambes en l'air et la tête en bas. Et lorsque je l'ai fait, je ne sais pas si c'est à cause du mouvement ou de la quantité de liquide accumulé, mais j'ai senti de l'eau sur mon visage, qui me recouvrait les yeux et qui me recouvrait le nez. Et par capillarité, puisque ce phénomène existe aussi dans l'espace, l'eau m'est rentrée dans le nez et dans les oreilles. Donc en quelques secondes, je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable, avec de l'eau dans les yeux, à l'intérieur des oreilles et dans les narines. Et au même moment, le soleil s'est couché. J'étais dans l'obscurité la plus totale. J'avais la tête en bas. Je ne voyais pas grand-chose. J'avais du mal à respirer et je ne savais plus où j'étais. Là, je me suis senti très seul, très isolé. Je ne savais pas combien de temps il me restait avant que mon casque ne soit complètement rempli d'eau et que ça devienne vraiment problématique. Je pouvais encore respirer. Je n'avais pas d'eau dans la bouche. Mais pour combien de temps? Tout à coup, j'ai eu une idée. J'ai pensé au filin de sécurité qui me rattachait à la station. Je me suis dit que si j'arrivais à sentir sa tension et à savoir d'où elle venait, je pourrais retrouver mon chemin.
and find my way back. And so just blindly, Donc à l'aveugle, en tâtonnant pour trouver où me tenir, j'ai suivi la force exercée par le filin et j'ai réussi à revenir jusqu'au sas. Il n'existait pas de procédure pour gérer cette fuite d'eau du circuit de refroidissement du scaphandre. Malgré toutes les mises en situation lors des entraînements, des plus routinières aux plus catastrophiques, l'espace vient parfois rappeler ses dangers, même les plus insoupçonnés. Mais il est un principe essentiel que toutes les agences spatiales enseignent aux astronautes, ne pas se concentrer sur le problème, mais sur la solution. Ce jour-là, dans la piscine du NBL, il n'y eut aucun problème. All right, congratulations, you completed your final standard content run. All right, we will see you on the deck. Il nous reste une dernière séance d'entraînement pour voir encore quelques tâches à effectuer en orbite, mais il est prêt. Il pourrait s'envoler dès aujourd'hui. Après 6h30 d'exercice, les épaules sont douloureuses, les mains tremblent de froid. Ces moments-là sont comme une libération, où la joie de la mission réussie se mêle au soulagement d'en finir. La chorégraphie est terminée. Les 2 ans et demi de formation depuis qu'il a été appelé pour l'expédition 50-51 touchent à leur fin. Good, how you doing? Good. Ça c'est, hey, Rich. One more time, right? Yeah, just once, and then. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ce qui est super, c'est que là maintenant, avec toute l'équipe qui travaille, tout le monde veut vraiment faire en sorte que ça se passe bien pour nous, et c'est ça qui est super. C'est vraiment agréable d'avoir tous ces gens qui sont là à faire de leur mieux pour qu'au final, une fois qu'on est là-haut, ça se passe bien. C'est vraiment le but de toute l'organisation. Et peut-être ça, on le dit pas assez, parce que les gens regardent les astronautes, mais tous ces gens-là, sans eux, on ne le verrait jamais. Et ça se voit dans plein de petits détails. Là maintenant, mes gants, j'ai des petites protections, des petits endroits. Donc on dirait des détails, on dirait que c'est pas important, mais au bout de 6 heures dans les gants, on commence à avoir mal aux mains, du coup on travaille moins bien, on fait pas gaffe, on va lâcher des choses. Et au final, c'est ça qui fait la différence. Donc là, ça fait peut-être une vingtaine d'entraînements en piscine que j'ai eu. En partant de tout le début jusqu'à maintenant, on a peaufiné tous les détails. Et puis maintenant, moi je me sens prêt à partir. À moins de 100 jours du départ, Thomas est donc déjà prêt. Impatient de décoller. Terme d'une aventure débutée 7 ans plus tôt. Sûrement davantage. Dans la station spatiale, il emmène avec lui les œuvres de Saint-Exupéry. Hommage à l'écrivain, mais surtout à ses souvenirs d'enfant. Dans le creux de ses pages, a commencé à se forger un attrait, peut-être même une vocation, que l'addition des compétences, du travail et aussi de la chance a rendu possible alors que rien ne le prédestinait à cette vie. Je crois que quelque part, en fait, j'y crois pas vraiment à cette histoire. C'était tellement pas inscrit dans mon berceau que j'arriverais là que je pense que je le réalise pas vraiment. Oui, tous les jours, je fais mon boulot et puis je le fais bien. Enfin bien, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment pas à rougir de mes résultats, etc. Mais quelque part, je sais pas, ça me paraît encore un peu trop énorme. Et je pense que tant que je n'aurai pas vraiment décollé, que je serai pas dans la fusée, que je serai pas là-haut dans la station spatiale, je le réaliserai pas. Depuis sa sélection par l'Agence spatiale européenne, Thomas a franchi un nombre considérable d'étapes pour que sa mission Proxima devienne possible.
Lorsque la fusée quittera le sol, ce qui lui semblait si improbable, si lointain, deviendra réalité. Le temps de l'action succédera au temps de la formation. Le début d'un nouveau chapitre dans la vie de l'astronaute, un nouveau pas pour préparer le chemin des explorations spatiales futures.